Je vous donne un exemple dans le Tarn, une petite entreprise qui s'appelle FCT, qui était une pépite industrielle dans le domaine des valves. Début 2020, en plein cœur évidemment de la crise du Covid et de la crise inflationniste, ils ont des problèmes de trésorerie et se présente un investisseur qui est basé dans un centre offshore. Et si on remonte la chaîne actionnariale, derrière ce centre offshore, il y a un investisseur chinois. Et 2 ans après, claque la porte, laisse les 200 salariés tarnais sur le carreau et part avec la technologie. Vous voyez, ça c'est un peu la chronique de cette mondialisation et de cette désindustrialisation. Ces derniers jours, l'État montre ses muscles sur le dossier Biogarant, le leader français des médicaments génériques, avec notamment des investisseurs étrangers en embuscade. Parallèlement, Bercy a autorisé 135 rachats d'entreprises françaises par des étrangers l'année dernière, selon un rapport du Trésor, c'est plus qu'avant. N'y a-t-il pas une schizophrénie entre la parole et les actes des pouvoirs publics sur ces dossiers ? Oui, à chaque fois qu'il y a un projet d'acquisition qui vient dans la lumière médiatique, le gouvernement est un peu forcé, d'une certaine façon, d'indiquer qu'il pourrait filtrer éventuellement l'investissement. Sur le cas Biogarant, c'est un sujet évidemment très important parce qu'il y a 8500 personnes en France qui vivent du groupe à travers son réseau de sous-traitants. Donc il y a un enjeu d'emploi considérable. Il y a aussi un enjeu stratégique parce que c'est le principal fournisseur de médicaments génériques en France. On se souvient tous de la pénurie de paracétamol il y a 2 ans. Là, l'ampleur pourrait être d'un tout autre ordre, en particulier si les Indiens rapatriaient toute la chaîne de production en Inde, ce qu'ils feront inévitablement parce que ça coûte 2 fois moins cher d'aller produire en Inde. Alors Gabriel Attal nous a indiqué que peut-être il filtrerait l'investissement, mais on peut se poser des questions quand on sait qu'à la fin de l'année dernière, par exemple, dans le même secteur, dans la pharmacie, une entreprise comme Cenexi a été rachetée par un groupe indien aussi, en fait indo-chinois pour être plus précis, sans que le gouvernement lève le petit doigt. Pour l'anecdote, ce rachat de Cenexi s'est fait d'une manière assez curieuse, c'est-à-dire qu'entre les deux, il y a un fonds franco-chinois qui avait racheté Cenexi avant de le revendre justement aux Indo-Chinois. Et à la tête de ce fonds franco-chinois, il y a l'ancien directeur général du Trésor français. Donc ça montre aussi un peu le rôle de nos élites politiques et administratives dans ce phénomène. Dans votre livre Les États prédateurs, vous menez une enquête sur la manière dont certaines grandes puissances tentent de faire main basse sur des entreprises françaises ou européennes. Comment opèrent-ils exactement ces États ? Les États prédateurs utilisent souvent des sociétés en cascade qui leur permettent de dissimuler les investissements qu'ils réalisent en Europe. Donc au début, vous voyez un investissement en France qui vient du Luxembourg, mais derrière la société luxembourgeoise, vous avez une société qui est basée dans les îles Caïmans. Derrière la société basée dans les îles Caïmans, vous avez une société privée chinoise, et derrière la société privée chinoise, une société publique chinoise, et derrière elle, le Parti communiste chinois. Donc c'est toutes ces chaînes d'investissement qu'il faut remonter, une à une. Donc c'est un travail considérable, ce qui explique aussi pourquoi ce sujet reste encore dans l'ombre. L'État prédateur par excellence, c'est évidemment la Chine. C'est celui qui a construit les outils les plus sophistiqués, les plus offensifs, les plus agressifs. En valeur, en réalité, il est plutôt moins important encore que les États-Unis, mais sa particularité, c'est qu'il utilise des outils publics. C'est-à-dire que c'est l'État chinois, c'est pas la Chine, c'est l'État chinois qui vient conquérir nos pépites industrielles, technologiques ou nos infrastructures critiques. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai découvert dans cette enquête, c'est que les outils qu'a créé Pékin sont en train d'essaimer un peu partout dans le monde en développement. On voit les mêmes fonds souverains, les mêmes entreprises publiques se déployer en Corée du Sud, à Singapour, en Inde. Et puis évidemment, le même phénomène se diffuse au Moyen-Orient, avec le Qatar, qu'on connaît bien en France évidemment, mais aussi en Arabie Saoudite, au Koweït, etc. Finalement, qu'est-ce qui est nouveau dans ce phénomène qui est à l'œuvre depuis plusieurs décennies ? Ce qu'il y a d'original dans ce phénomène, c'est-à-dire dans cette nouvelle vague d'acquisition en France et en Europe, c'est donc le caractère public des investisseurs. Premièrement, parce que ces acteurs-là ont des moyens quasi illimités, c'est-à-dire qu'ils sont soutenus par leurs États, et qui peuvent leur donner des moyens de financement, mais aussi un soutien diplomatique, un soutien informationnel parfois des services de renseignement. Je raconte plusieurs cas dans le livre. On n'est plus à armes égales finalement, il n'y a plus de concurrence légitime. C'est-à-dire que si une entreprise française veut en racheter une autre entreprise française, elle sera forcément moins compétitive que l'entreprise chinoise qui arrivera avec le soutien de Pékin. Et puis ensuite, il y a un impact assez dangereux, c'est que quand les entreprises chinoises, par exemple, achètent des entreprises, ensuite, ils viennent récupérer la technologie et la diffuser au sein de leur économie, au sein des filières. Il va, parce qu'il a cette nature publique, il va vouloir en faire profiter tout le reste de l'économie. Et donc il va faire monter le niveau, il va faire monter en puissance toute l'économie chinoise, ou au moins toute sa filière et tout le secteur industriel.
quels sont les secteurs ciblés par ces États prédateurs? Les puissances étrangères s'intéressent en général à deux grands types d'actifs, deux grands types d'entreprises. Des actifs critiques, souvent des infrastructures, et qui ont un poids géopolitique. C'est-à-dire qu'en acquérant une entreprise, comme un port, un réseau électrique et gazier, comme ça a été le cas souvent dans le sud de l'Europe, au Portugal notamment, à Malte, en Grèce, les pays étrangers se mettent en capacité de nous dominer géopolitiquement. Ils créent une menace stratégique. C'est-à-dire qu'ils peuvent très concrètement demain saboter le réseau électrique et gazier. Et on sait qu'à travers l'interconnexion des réseaux électriques et gaziers en Europe, si on ferme le robinet au Portugal, on le ferme aussi dans le sud de la France. Donc il y a un vrai impact potentiel. Et puis de l'autre côté, il y a toute la menace, la conquête industrielle ou la conquête technologique. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les entreprises qui leur permet de rattraper du retard dans certains secteurs, dans certaines chaînes de valeur, ou même de prendre de l'avance, c'est-à-dire qu'ils vont chercher nos pépites qui leur permettent de construire, comme dans un puzzle, vous voyez, leur puissance économique de demain. On pense souvent à Alstom ou à Lafarge, ou avant ça à Péchinet. Ça, pour moi, c'est un peu les grandes cathédrales de l'économie française ou européenne. Et à côté de ça, on a tout un tas de petites églises de campagne, j'allais dire. Ça, c'est nos ETI, nos PME. Et c'est elles, en réalité, qui passent sous le radar, bien souvent, et c'est dramatique. Je vous donne un exemple dans le Tarn, une petite entreprise qui s'appelle FCT, qui était une pépite industrielle dans le domaine des valves, qui était une technologie inégalée dans le monde. Début 2020, en plein cœur évidemment de la crise du Covid et de la crise inflationniste, ils ont des problèmes de trésorerie et se présente un investisseur qui est basé dans un centre offshore. Et si on remonte la chaîne actionnariale, derrière ce centre offshore, il y a un investisseur chinois. Ce chinois donc rachète FCT avec ses 200 employés et sa technologie un peu hors norme. Et 2 ans après, claque la porte, laisse les 200 salariés tarnés sur le carreau et part avec la technologie. Vous voyez, ça c'est un peu la chronique de cette mondialisation et de cette désindustrialisation qui touche nos territoires et les petites entreprises en particulier. Dans votre ouvrage, vous n'êtes pas tendre avec les élites économiques et politiques des années 90. Pourquoi ? Oui, je me suis plongé avec délectation, mais aussi avec tristesse un peu dans toute la littérature des années 90. Vous savez, La mondialisation heureuse d'Alain Minck, les livres de Jacques Attali. J'ai essayé de comprendre l'esprit du temps, vous voyez, ce qui a animé cette génération et à quel point, finalement, il y avait eu un contresens très profond qui était de se dire l'Union soviétique est tombée et d'une certaine façon, avec cette Union soviétique, c'est aussi le rôle de l'État dans l'économie qui va disparaître. En réalité, ça a été une erreur tragique puisque à partir du début des années 2000, dans le monde en développement, là même où les privatisations avaient été très fortes, en Chine, la Chine a privatisé un grand nombre d'entreprises dans les années 90, l'Inde aussi, d'autres pays asiatiques, mais à partir du début des années 2000, ces États-là, dans le monde en développement, vont redonner confiance, vont reprendre confiance dans l'État et l'État actionnaire. Et au lieu d'un État actionnaire qui vient simplement gérer des services publics, etc., de façon domestique, cet État actionnaire va partir à la conquête des marchés internationaux, va partir à l'international, jusqu'à acheter de nombreuses entreprises en France et en Europe. On est en train de tourner la page, peut-être idéologiquement, de cette génération. On voit Jacques Attali qui nous a indiqué il y a quelques mois sur le service public que l'Europe était une passoire aux investissements étrangers. Réjouissons-nous que les mentalités changent, mais maintenant il faut pouvoir passer des mots à l'action. L'action, parlons-en. Quelles réponses et quels outils les pays doivent-ils mettre en place pour se prémunir de ces États prédateurs ? Je pense qu'il y a 2 réponses à apporter. Il y a d'abord une réponse défensive, c'est-à-dire qu'il faut muscler notre dispositif de filtrage des investissements étrangers. Il faut passer de cette vision qu'on a qui est très sécuritaire, d'aller bloquer simplement les investissements qui pourraient menacer notre défense nationale, donc un investissement dans une boîte d'armement, pour le dire de façon un peu caricaturale. Il faut transformer ce dispositif pour se protéger contre les investissements qui menacent notre prospérité. Donc si on a des technologies de valeur, des savoir-faire de valeur, des positions critiques dans des chaînes de valeur, il faut pouvoir les protéger. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Puis il y a une réponse offensive aussi. Il faut se donner les moyens d'aller conquérir sur les marchés, dans des pays tiers, chez ces États prédateurs, mais aussi dans tout le reste de la planète, les meilleurs atouts qui vont contribuer à notre puissance. On est dans un marché ouvert, à nous d'en tirer le maximum de bénéfices pour construire notre prospérité, notre puissance, comme le font nos puissances rivales.